Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France 3 Alsace. Pourquoi Neuf la Terre, votre magazine écolo et régional hebdomadaire. Au sommaire, aujourd'hui, les insectes, des petits amis à bichonner pour avoir un beau jardin. Marche et découverte de nos paysages vosgiens avec le GR5. Enfin, une idée de sortie en forêt et en vélo du côté de la Harte. Journée mondiale de l'eau mardi dernier, semaine nationale des alternatives aux pesticides jusqu'au 30 mars. 2 raisons, s'il en fallait, pour que Quoi de Neuf la Terre s'intéresse aujourd'hui au vaste problème des produits phytosanitaires. La France est championne d'Europe pour l'utilisation des pesticides. Des produits chimiques qui éliminent champignons, mauvaises herbes et insectes nuisibles pour les cultures. On les déverse principalement dans les champs et les vignes. Mais aussi en ville, dans les parcs, les jardins, les golfs, les terrains de jeu, les bas-côtés des routes et les voies ferrées. Le problème, c'est que ces substances parfois très toxiques se mêlent à l'air que nous respirons, infiltrent les sols et ruissellent jusque dans les nappes phréatiques. On en retrouve même des traces dans nos assiettes. Dites, si on passait au bio? Nous sommes ce matin au cœur de la commune de Fegersheim, une commune de la CUS qui est engagée maintenant depuis 2008 dans le programme Zéro Phyto. Je suis en compagnie de Sébastien Riff. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le responsable des espaces verts pour la commune de Fegersheim-Onheim, c'est important. Oui. Et vous êtes à ce titre donc directement concerné par ce programme dont l'objectif est double. Premièrement, il faut protéger nos ressources en eau et deuxièmement, il faut évidemment préserver la biodiversité. C'est votre quotidien. Comment est-ce qu'on passe du zéro phyto, comment on passe plutôt au zéro phyto? Ça se fait pas en un jour, j'imagine. Oui, non, ça se fait pas en un jour. Donc en 2008, la municipalité a décidé de partir donc sur le zéro phyto. Donc c'est pas quelque chose, c'est pas simple du tout. Donc il faut utiliser des techniques alternatives afin de réduire au maximum. Alors, utiliser des techniques alternatives, ça veut dire aussi former du personnel. Vous n'êtes pas tout seul dans ce service des espaces verts. Vous êtes combien exactement? On est 4 personnes. 4 personnes. Oui. Ça veut dire que chacune de ces personnes a dû se former à ces techniques dites alternatives. Tout à fait. Il existe des formations, d'ailleurs avec la Fredon, des journées d'information où justement des matériaux pour des techniques alternatives sont présentés. Alors justement, expliquez-nous ce qui a concrètement changé dans votre travail depuis maintenant 3 ans. On s'est équipé avec des désherbeurs thermiques. On a 2 désherbeurs thermiques. Au niveau des massifs, on utilise du paillis, de l'écorce de pin. Au niveau des surfaces stabilisées, des graviers. Voilà, c'est ce que vous appelez surface stabilisée. C'est votre vocabulaire, voilà. C'est pas forcément le nôtre. Tout à fait, oui. Donc, tout ce qui est surface gravillonnée, on laisse la nature s'installer, en fait, les plantes colliniser, et on va juste les débroussailler, juste tondre. Mais dites-moi, ce ne sont pas les fameuses mauvaises herbes dont on entend parler trop souvent? On va les appeler plutôt herbes folles et puis on va essayer de s'habituer un petit peu à les voir un petit peu partout. Voilà, donc elles retrouvent un peu leur place à Fegersheim, mais ce n'est pas forcément par négligence. C'est ce qu'il faut expliquer. Oui, ça ramène du vert. Est-ce que jardiner au naturel comme vous le faites maintenant depuis 3 ans, est-ce que c'est beaucoup plus contraignant pour un jardinier comme vous? C'est vrai que non, c'est quand même plus contraignant, bien sûr. Bien sûr, je veux dire, toutes ces techniques alternatives prennent beaucoup de temps, comme le désherbage thermique. Au lieu de passer une fois dans le temps avec le désherbage chimique, on va passer 7 à 8 fois dans l'année. Donc bien sûr, il faut des moyens humains derrière. Ça prend beaucoup de temps. Voilà. Mais les résultats sont quand même là. J'imagine que vous avez même pu quantifier le nombre la quantité de pesticides que vous n'utilisez plus maintenant. Tout à fait. Vous avez fait vos petits calculs déjà? Oui. Avant 2008, on devait être à peu près à 80 kg de produits utilisés. Et au jour d'aujourd'hui, on est à 15 kg. Donc on a quasiment réduit plus de 5 fois. Plus de 5 fois. Plus de 5 fois, tout à fait. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'on fait des économies? Parce qu'à côté de ça, vous nous parliez de désherbeurs thermiques, donc ça c'est des investissements aussi. C'est des investissements, mais c'est vrai qu'on a des aides justement de la région. Après, bien sûr, il faut des moyens humains. Voilà, c'est là-dessus qu'il faut tabler quand on choisit cette voie du zéro phyto. Vous êtes fixé une année déjà pour savoir, vous avez un objectif? Je crois que c'est dur de fixer une année, mais si on va dire d'ici 1 an, voire 2 ans, si on arrive à plus du tout utiliser de produits, franchement, ce serait vraiment très bien, quoi. Oui.
Alors c'est vrai que le constat n'est pas nouveau, mais la semaine des alternatives aux pesticides est un moment important pour le rappeler. Nos eaux souterraines sont contaminées de manière généralisée par les pesticides, par les herbicides en particulier. Dans certaines zones, les normes de potabilité ont même été largement dépassées. Le monde agricole, mal à l'aise sur cette question, dit faire des efforts. Les collectivités également. Le point sur ce dossier avec Régine Wilhelm et Daniel Gerner. Le comptoir agricole de Horfelden est le principal fournisseur régional de pesticides pour les agriculteurs et les collectivités. Fongicides, insecticides et herbicides sont stockés dans un local spécial avant d'être commercialisés. Depuis 10 ans, ce revendeur observe une diminution de 30% de l'usage de ces produits chimiques. D'année en année, les nouveaux produits qui viennent sur le marché s'utilisent à des doses bien inférieures. Donc, de fait, on a bien un tonnage quelque part qui diminue. D'autre part, les bonnes pratiques et une meilleure utilisation, une meilleure connaissance de la part et des agriculteurs et de leurs conseillers amènent mathématiquement à baisser également les volumes utilisés par hectare. D'ici 2014, tous les agriculteurs devront suivre une formation sur les pesticides. Tous les 5 ans, leurs pulvérisateurs doivent subir un contrôle technique. La réglementation se durcit, mais les pesticides restent la norme. Bentozone, glyphosate sont quelques-unes des molécules utilisées. D'autres, comme l'atrazine, réputée cancérigène, ont été interdites. Trop tard, en rouge sur cette carte, toutes les zones où l'eau n'est plus potable à cause des pesticides. Elle ne contient pratiquement plus de pesticides. On était à 4 fois la norme. Aujourd'hui, après 10 ans de dur labeur, on a enfin réussi à avoir une eau de source, donc l'eau de la Dolère, et on est tous très satisfaits. En 2002, Jean Kimisch faisait partie de ces habitants de Rixheim qui protestaient contre la teneur en atrazine de l'eau du robinet. Élue en 2008, la nouvelle équipe municipale a raccordé Rixheim au réseau d'eau de Mulhouse. Et pour permettre la restauration de la nappe, les jardiniers de la ville n'ont presque plus recours aux herbicides. Ils utilisent le paillage et le désherbeur thermique pour étouffer les mauvaises herbes. C'est positif, c'est qu'on a enlevé la chimie. Une partie de la chimie qui n'altère plus nos sols et nos eaux, quoi. Après, bien sûr, c'est un peu plus de travail, mais il faut passer par là pour en avoir le résultat qu'on veut, quoi. Par ce biais-là, on arrive à obliger un petit peu les citoyens à faire de même sur leurs parcelles privées. Donc je pense que ça va dans le bon sens et c'est au profit de la nappe phréatique. Les habitants de Rixheim devront attendre quelques décennies avant de boire à nouveau l'eau de leur nappe, le temps que peut-être les pesticides disparaissent. Voilà, et c'est bien là toute la question. Michel R, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'APRONA. L'APRONA, c'est l'association pour la protection de la nappe phréatique de la plaine d'Alsace. On ne le sait peut-être pas assez, mais c'est vrai que la nappe phréatique rhénane est un véritable trésor, extrêmement fragile, puisque la qualité des eaux se dégrade. Est-ce qu'il est possible de faire un rapide historique de cette pollution de la nappe phréatique ? Alors en fait, la pollution de la nappe phréatique de la plaine d'Alsace a démarré avec le constat de l'augmentation des nitrates dans les années 70, on va dire globalement. Et puis en 97, il y a eu un premier inventaire transfrontalier mené par la région Alsace. Et cet inventaire a permis d'identifier plusieurs types de pollution. En dehors des nitrates, il y a eu la pollution par les produits phytosanitaires, mais aussi la pollution par les solvants chlorés et la pollution par les chlorures qui, elle, était quand même déjà connue dans le secteur du bassin potassique à l'époque. Alors il faut rappeler aussi qu'elle ne correspond plus aux normes de potabilité pour un tiers de sa surface, et pourtant elle couvre 80% des besoins en eau potable de la région. Oui, alors ça c'est un peu un paradoxe, mais effectivement 30% de l'ordre de 30% de la surface n'est plus considérée comme étant apte à fournir de l'eau potable. Mais il faut savoir que les captages d'eau potable sont situés dans les secteurs de bonne qualité. Voilà. On se console comme on peut. Si vous voulez. Magali Mercier est à vos côtés. Bonjour. Alors, vous travaillez à la mission eau d'Agno et environ. Ces missions eau, il y en a 4 en Alsace. On va les citer. Il y a celle du versant de Gavillers, Arte Sud, Piémont et donc celle d'Agno. Quel est le rôle de ces missions eau Alsace ?
Alors en fait, on a été mis en place à partir de 2002 suite à des problèmes de dégradation de l'eau potable, en particulier par 2 herbicides en fait qui dépassaient les normes de potabilité. On est porté par les syndicats d'eau locaux et avec l'aide de l'agence de l'eau Rhin-Meuse et de la région Alsace, on met des actions en place sur ces secteurs pour essayer de sensibiliser tous les utilisateurs de pesticides. Alors Michel R, dites-nous quels sont les produits qu'on retrouve, les produits toxiques qu'on retrouve actuellement régulièrement dans notre nappe phréatique. Est-ce qu'il y a parmi ces produits des pollutions montantes ? Alors il y a des pollutions historiques bien sûr, pour citer l'atrazine et ses métabolites, donc des éthylatrazines et des isopropylatrazines, qu'on retrouve quand même, qu'on a détecté lors de l'inventaire régional 2009 sur 83 ou 80% des points, enfin des stations de mesure. Donc on peut dire que ce sont des pollutions généralisées. Il y a d'autres pollutions par les triazines qui sont maintenant interdites, simazine et d'autres produits. Donc ça fait partie des pollutions, je dirais, historiques. Et on constate effectivement dans cet inventaire qu'il y a un certain nombre de pollutions, enfin de produits qui sont en train d'apparaître et de, je ne veux pas dire de monter, mais de se stabiliser dans un premier temps. Qui viennent d'où ? Alors ces produits sont essentiellement utilisés en agriculture, mais ils sont aussi utilisés dans les communes. Ce sont des produits utilisés par les gestionnaires d'espace, comme on le dit, mais aussi parfois par des particuliers. Parce que tous ces produits sont en vente dans les jardineries, dans un certain nombre de magasins, même les supermarchés ont parfois un rayon jardinerie. Voilà. Donc il faut bien choisir. Alors justement, quand on regarde le site internet de la mission Eau Alsace, Magali, on tombe sur évidemment la page d'ouverture et on lit les pesticides. On la vie dure, changeons de culture. Alors une fois qu'on a dit ça, comment est-ce qu'on s'y prend très concrètement ? Alors en fait, notre travail, c'est d'essayer de mettre en place des actions pilotes, des actions innovantes sur nos secteurs, des actions qui puissent être reproductibles partout en Alsace. Et du coup, on a rejoint la semaine des alternatives nationales pour essayer que pendant ces 10 jours, on sensibilise un maximum de personnes. Donc on a vraiment des manifestations qui sont dédiées seulement aux agriculteurs, des manifestations plus techniques pour les collectivités ou des projections de films et des conférences plus destinées aux particuliers pour essayer de sensibiliser le maximum de personnes. Et de montrer que les alternatives peuvent fonctionner. Existent, voilà. Et c'est pas forcément, j'allais dire la mer à boire, non, pas forcément, mais disons que c'est de prouver qu'on peut changer, qu'on peut orienter ces pratiques différemment. Alors, chaque semaine, dans Quoi de neuf la Terre, on regarde un petit peu ce qui se dit sur les forums de discussion entre internautes. J'ai récupéré 3 questions sur le web que je vous soumets. Justement, première question, la France utilise 75 000 tonnes de pesticides par an, soit à peine plus d'1 kilo par habitant. Est-ce que c'est si énorme que ça ? Michel R. Alors comme ça, 1 kilo, on peut dire c'est pas grand-chose, c'est vraiment une petite quantité. Il faut savoir qu'avec 1 gramme de pesticides, on arrive à polluer au-delà de la potabilité un fossé qui fait 10 km de long et 1 mètre carré de section. Donc c'est quand même assez conséquent. Il faut savoir qu'avec 3500 kilos, on arrive à polluer entièrement la nappe d'Alsace, qui est considérée comme un des plus beaux réservoirs européens. Avec donc 3500 kilos, on pollue toute la nappe d'Alsace au-delà de la potabilité. Donc voilà, alors 1 kilo, ça peut paraître faible, mais quand on le rapporte à des quantités comme ça peut paraître, c'est beaucoup. Exactement. Deuxième question, l'alternative aux pesticides ne passerait-elle pas par les OGM ? Magali Mercier, sur cette question un petit peu épineuse. Oui, polémique, s'il en est. Alors en fait, je laisserai les gens seuls juges, mais après il faut savoir que les OGM sont des plantes qui sont modifiées, et du coup certaines d'entre elles sécrètent en fait elles-mêmes les herbicides ou les insecticides, ou alors on ne peut utiliser que certains pesticides, insecticides sur ces plantes. Donc après c'est pas des plantes où la nature fait le travail, il y a quand même des molécules chimiques qui interviennent. Et alors, dernière question, peut-on vraiment envisager une agriculture 100% bio ? Alors, on sait qu'en Alsace, la surface menée en agriculture biologique est un petit peu plus, la moyenne régionale est un peu plus élevée que la moyenne nationale. Il y a encore beaucoup de chemin à faire. Est-ce que ce sont les préconisations que vous faites quand vous rencontrez les agriculteurs ?
Alors oui et non. Oui, parce qu'effectivement en agriculture biologique on utilise des techniques alternatives. Non, parce que l'agriculture biologique c'est aussi toute une sensibilisation. On peut pas se lancer du jour au lendemain dans l'agriculture biologique. C'est tout un panel de matériel à utiliser que les exploitants n'ont pas forcément. Également à savoir que l'agriculture biologique utilise d'autres types de traitements comme le cuivre, le soufre. Alors ce sont des produits qui sont totalement utilisables et qui sont naturels, mais voilà, il faut aussi respecter des doses. Et puis après, c'est vrai que sur des périmètres très importants, il faut aussi trouver une filière, monter des filières locales pour que ça puisse fonctionner aussi, l'agriculture biologique. Michel R, combien d'années de bonnes pratiques faudrait-il pour arriver à dissoudre les pollutions les plus dangereuses ? Je dirais ça dépend des produits en fait. Quand on regarde l'atrazine, on constate que entre 2003 et 2009, entre les deux inventaires régionaux 2003 et 2009, elle sort du marché, enfin elle est interdite à la vente. Alors 2003, elle est interdite à la vente, c'est-à-dire que les prélèvements qui ont été effectués et analysés par les laboratoires en 2003 ont montré une forte proportion de pollution par ces produits à l'époque. Et quand on regarde l'inventaire 2009, on remarque une nette amélioration, même si on a toujours la présence, comme je le disais tout à l'heure, avec 80% à peu près des stations où on a la détection de ces produits, on a quand même diminué le nombre de points où on avait une non-potabilité liée à ces produits. Donc on a une remédiation, si vous voulez, par rapport à ces produits qui est relativement rapide. Mais on sait aussi que d'autres produits ne vont pas avoir une remédiation aussi rapide. Et donc, combien d'années ? Je dirais ça dépend du produit. Mais de toute façon, c'est très long. C'est vraiment très très long. Il faut savoir que quand un produit est arrivé dans la nappe est peu oxygénée. Il n'y a pas d'effet de la lumière sur la nappe. Donc tout ça, ce sont des facteurs qui améliorent la dégradation des produits. Et ça, dans la nappe, ça n'existe pas. Donc, danger. Danger. Alors effectivement, pour approfondir ce dossier, cette question, trouver des fiches de conseils bonnes pratiques en matière de bonnes pratiques de jardinage, par exemple. N'hésitez pas à aller voir les différents sites qu'on vous recommande aujourd'hui. Le site de laprona.net, bien sûr, pour avoir un petit peu accès aux inventaires, notamment des différents relevés. Il y a le site de la Fredon, qui est la Fédération régionale de défense contre les organismes nuisibles en Alsace. Et puis, le site de la mission Eau Alsace, qui est extrêmement bien fait, très pédagogique également, et puis vous retrouvez notamment sur ce site toutes les animations qui sont prévues au cours de cette semaine des alternatives aux pesticides. Merci beaucoup Magali, merci d'être passée nous voir ce matin. Michel R, vous aimez le chocolat ? J'adore. Bon, alors vous allez me suivre, le temps de regarder ensemble ce petit grain de sel de Joël Henry. Dans 3 semaines, les vacances de printemps. Un moment idéal pour une aventure nature. Par exemple, un trekking. Partir marcher plusieurs jours sac au dos en montagne, histoire de se ressourcer dans l'air frais des sommets. Hélas, le Népal, le Ladakh ou les Andes, c'est loin, c'est cher, et en avion, ça fait des tonnes de CO2. Mais il existe une alternative à 2 pas d'ici. La traversée des Vosges, de Saverne au Grand Ballon, par le GR5. Une inoubliable randonnée de 8 jours dans des paysages fabuleux. Avec des fermes auberges pour se requinquer le soir, et ensuite le délicieux sommeil des nuits en altitude. Quel pied! Alors Joël Henry parlait à l'instant des vacances de Pâques. Qui dit Pâques dit forcément chocolat. Donc on a pensé à vous ce matin dans Quoi de neuf la Terre en invitant, c'est une invitation tout à fait intéressante, je vous le dis tout de suite, Raphaël Keppel. Vous êtes artisan pâtissier, artisan chocolatier également, du côté dans la région d'Agno, du côté de Gödertheim. Alors si je vous invitais, c'est pour votre petit côté alternatif, qui ne se voit pas forcément dans la barbe, mais dans le choix de votre matière première en matière de chocolat. Racontez-nous d'abord pourquoi. D'abord, quel chocolat vous choisissez ? On va commencer par là. On va commencer par là, comme c'est Pâques, donc on va parler de chocolat. Donc j'utilise un chocolat qui est de matière première bio, qui est équitable, qui est sans lécithine de soja, et absolument sans conservateur et sans produits chimiques, donc sans colorant. Les colorants, je les fabrique moi-même. Avec quel à base de curcuma, betterave ou spiruline. Produit naturel. Donc produit entièrement 100% naturel, ainsi dans ma chocolaterie comme ma pâtisserie.
Alors, vous nous avez ramené effectivement vos différentes productions. Est-ce qu'on travaille de la même manière un chocolat issu d'une agriculture traditionnelle d'un chocolat issu d'une agriculture biologique? Exactement pareil. C'est pareil, il n'y a pas de différence pour C'est vous. pareil. La seule différence qui va changer, c'est que le chocolat que j'utilise est sans lécithine de soja. Donc un petit peu plus difficile à travailler parce qu'une courbe de température à respecter un peu plus. Mais sinon, c'est exactement pareil. Vous y mettez, alors faites-nous une présentation de tout ce que vous nous avez ramené. Et puis Michel Air est venu aussi en gourmand qu'il est. On peut peut-être lui faire goûter un petit bout de quelque chose. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous préférez, du lait? Le noir plutôt. Du noir. Alors là, on a du noir à la graine de courge caramélisée. Voilà, on a du lait amande, on a de la noix de cajou, de la noisette, de la fève de cacao. Voilà. Après, on a partout des petits sujets de Pâques qui sont confectionnés avec les colorants. Verdict, voilà, c'est bon, dit-il discrètement. C'est même très bon. C'est même très bon. Alors c'est vrai que vous commercialisez, vous êtes en micro-entreprise, vous travaillez aussi dans une boulangerie-pâtisserie à Agno. On vous trouve vos produits sous la marque Bonobo. C'est ça. Alors Bonobo, il faut rappeler ce que c'est quand même. Oui, Bonobo est un singe en voie de disparition, il faut dire. Oui, c'est pour ça que c'est bien d'en parler. Qui vient du Congo. Il en reste moins de 10 000 espèces sur Terre, voilà. Et donc il faut savoir que avant d'avoir ce nom, j'avais déjà ce logo qui représente un singe portant un drapeau rouge et noir avec un cœur dessus, qui représente l'amour. On peut penser plein de choses, voilà. Donc on va pas trop aller là-dessus. Et donc Bonobo qui se rapproche à 98% de génome, qui a 98% de génome idem à l'homme. Et un des seuls singes qui fait un apprentissage à son enfant avec un outil. Et il fait l'amour à la place de faire la guerre. Parfait. Voilà. Et il mange du chocolat, ça on ne le sait pas, mais on suppose. Voilà, donc les chocolats de Raphaël Keppel, vous les trouvez via le site internet. Enfin, votre adresse mail qu'on mettra sur le site de Quoi de Neuf la Terre. Vous faites également des portes ouvertes chez vous-même, à la maison, à Gödertheim. À Gödertheim, le 9 avril. Le 9 avril. Voilà. Et à le 23A rue du Chevreuil. Voilà. Venez nombreux, s'il vous plaît. Et chez mes parents à Ingolsheim, 13 impasse Sauerwies. Voilà, longue vie au Bonobo et surtout à vos chocolats, Raphaël. Merci d'être passé nous voir. Tout de suite, l'agenda nature. Et on retrouve Sébastien Rive tout de suite. Les insectes ont souvent mauvaise réputation, alors qu'ils sont très utiles. Certains sont même d'excellents auxiliaires des cultivateurs et remplacent avantageusement les pesticides. Démonstration demain matin au vivarium du moulin de Lautenbarzel. Inscription obligatoire au 03 89 74 02 48. L'association Roufac Incitation Nature nous invite à découvrir à pied la colline du Bollenberg et les pratiques environnementales exemplaires de ses agriculteurs et viticulteurs. Départ demain dimanche 27 mars à 9h devant l'église d'Orschwil. Et si vous préférez le vélo, parcourez les chemins de la forêt de la Hart en compagnie de naturalistes. Au programme, le retour du printemps et des oiseaux migrateurs. Rendez-vous demain dimanche à 14h avec votre vélo sur le parking de la Comcom de Sirens. Voilà, et on retrouve pour terminer cette émission Sébastien Rive, notre responsable des espaces verts à Fegersheim-Onheim. Si on est là, c'est pas par hasard, c'est que derrière nous, il y a un élément important aussi dans la biodiversité locale, ce sont les ruches. Depuis combien de temps sont-elles là? Ça fait depuis 2008 qu'elles sont là. Donc on a pu faire notre première récolte l'année dernière. Et on a pu récolter 30 kilos. En fait, on a encore un deuxième site où on a 3 ruches. Et on a pu récolter donc 30 kilos de miel. 30 kilos de miel, voilà. C'est le miel de Fegersheim. Voilà, tout à fait. Voilà, qui est collector. Alors, ce qu'il faut raconter aussi, c'est que c'est une belle histoire parce que les enfants de l'école de Fegersheim ont été associés à cette production. Tout à fait. Comment ça s'est passé? Voilà, au niveau des petits panneaux qu'on a donc ici, les enfants ont pu faire les petits textes qui expliquent la vie d'une abeille, comment ça fonctionne, comment elle fait du miel. Et cette année, ils vont créer justement les abris à ruches. Enfin, les ruches en elles-mêmes, ils vont les peindre, les décorer et elles vont être installées dans ces abris-là. Voilà, ça fait partie des passerelles que vous tissez entre le service des espaces verts et la population locale. Donc là, les enfants. Je crois que cette année, vous avez un nouveau projet aussi avec les enfants. Mais oui. ça va. On parlera peut-être plus des abeilles, mais plutôt des oiseaux. Oui, tout à fait. Cette année, on est en association avec la LPO, la Ligue de protection des oiseaux. Et on va donc, avec les écoles, fabriquer des nichoirs à oiseaux.
et les installer sur différents sites de la commune. Dernière question concernant justement la réaction que la population peut avoir quand elle vous voit changer vos techniques de jardinage. Qu'est-ce qu'ils en pensent concrètement? Je pense qu'il y a encore pas mal de communication à faire. Ça veut dire qu'ils râlent? Ça râle encore un petit peu. Pour quelle raison? C'est vrai que les gens ne voudraient plus qu'on utilise de produits phyto, mais ils voudraient également qu'il n'y ait aucune mauvaise herbe, plante indésirable. Donc là, il faudrait que ça rentre un petit peu dans les mœurs et puis qu'on accepte tout doucement un petit peu de voir ces petites plantes s'installer et embellir, ma foi, tout ce qui peut être béton. Voilà, alors ces mauvaises herbes, comme on peut dire, on les appelle aussi les herbes folles. C'est plus positif de les appeler comme ça. Tout à fait. Je voudrais vous recommander l'exposition qui se déroule, j'essaie de tout tenir en même temps, jusqu'à début avril. Une exposition sur les herbes folles à la bibliothèque de Fegersheim. Donc ça vous réconciliera peut-être avec ces petits pissenlits, qu'est-ce qu'on trouve comme herbes folles des pissenlits, enfin un petit peu de tout, ma foi. Oui. Donc voilà, allez vous réconcilier avec ces petites herbes qui fleurissent un petit peu partout et qui fleuriront peut-être d'autant plus à Fegersheim puisqu'on fait cet effort de changer les méthodes de jardinage et puis pensez aussi à changer vos propres méthodes de jardin à la maison, dans votre petit lopin de terre. À vous. Merci beaucoup en tout cas Sébastien Riff de votre accueil ici, de l'accueil de toute votre municipalité et puis longue vie à ce programme Zéro Phyto chez vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On se retrouve quant à nous samedi prochain. Je vous souhaite un très très bon week-end sur France 3 Alsace et à samedi.